Les corps sont sans cesse en équilibre incertain comme attachés par des fils au cintre du théâtre et aux 4 points cardinaux. L'immobilité semble être à un moment l'excès du mouvement, sa décadence, sa décomposition, une lancée à toute vitesse qui se perçoit dans un suspens momentané du corps. Les acteurs sont tiraillés de cour à jardin, de ciel à terre, ils sont écartelés par les forces qui courent dans la langue. Ces forces d'entendement prolifèrent en mouvement, s'annulent, s'inversent, s'annihilent, se rejoignent d'évidence ou s'évaporent en jets de salive ou de souffle. La langue entre alors en piste comme le clown de la pensée et les acteurs éberlués sont projetés sur les portes qui leur claquent au nez en un revers de sens. Ils sont avalés par l'envers de la palissade, ils se dressent en haut de la paroi et un instant plus tard dégringolent dans le trou. Le corps disparaît. Surgit un être encadré dans un carré ménagé en ouverture. Une tête encadrée dans un carré ménagé en ouverture. Puis, ailleurs, une main s'ouvre au vide. Plus loin, un accordéon joue tout seul dans un rectangle béant. Les doigts qui le font sonner semblent n'appartenir à personne. Le galop sort son chariot avec entrain et précision. Il connaît chaque centimètre du plateau. Il ne marche pas, il patine, il s'élance, il survole. Et le mortel n'a qu'à bien se tenir parce qu'ici, la mort, nous ne sommes pas faits pour. Ce n'est pas une fin pour nous, ce n'est pas une fin, mais un accident. Nous sommes dévorés par elle, mais nous ne sommes pas ses sujets, écrit Valère Novarina. On parle d'un texte de Valère Novarina, tu le mets en scène et tu produis un texte extrêmement, j'allais dire, littéraire. C'est-à-dire on a l'impression d'un voyage du texte qui dépasse la pièce elle-même. Pour ça, je voulais interroger Valère là-dessus. Comment lui a-t-il reçu ce livre? Ce livre? Oui, ton livre. Comment il a reçu cette lecture? Quelle a été sa... Oui, je t'appelle, viens. Quel a été ton sentiment lorsque tu as pris connaissance de ces réflexions de Claude sur ton théâtre et sur cette écriture? Écoute, à vrai dire, j'ai feuilleté le livre, mais je ne l'ai pas encore lu. Non, parce que j'étais pris dans quelque chose de très difficile, etc. Et j'ai dit, bon, mais il est là, et là, j'étais surpris de l'entendre comme le texte est vivant, beau, un témoignage très précieux de quelqu'un qui fait partager comme ça ses émotions très charnelles dans le travail, comme une espèce de journal, mais pas un journal refermé sur soi, un journal ouvert vers nous. Et je pensais aussi quand même que la rencontre avec Claude a été fondamentale. Est-ce que tu peux nous... Ben, je sais pas, ce point-là, sur quel point elle a été fondamentale? Lorsque j'ai écrit l'opérette, j'avais fait des mises en scène avant, j'ai dit à Claude, j'ai écrit l'opérette, je serais incapable de mettre en scène l'opérette. Et j'ai beaucoup appris je sais pas, de la circulation des objets, du travail avec les acteurs. Claude est un de mes maîtres de théâtre quand même. Ça a changé ma façon en tout cas de travailler. Une rencontre aussi importante que la rencontre avec Marcon aussi, ce travail avec Marcon. Et puis je pensais aussi, pour parler un peu des ancêtres, la rencontre silencieuse avec Blin. Je dis silencieuse parce que j'allais voir Blin très souvent, je le connaissais par Marcel Bozonnet, et j'allais chez lui, je sonnais, on se mettait au coin du feu et on fumait des pipes en terre sans se parler. Donc, il y a une sorte de communication invisible, non verbale. J'ai reçu quelque chose de lui aussi qu'on pouvait, comme avec les gens de la campagne, aller les voir et pas forcément se parler, aller voir et voir le crépuscule, voir le soir tomber, en savoir allumer la lumière lorsque tu ne vois plus le visage en face. Donc il y a une communication mystérieuse avec Blin, et puis de temps en temps des phrases de Blin extraordinaires, parce que les phrases de Blin
se répétaient dans tout Paris comme des oracles. C'était vraiment un peu la Sibylle de Cumes. Ah oui. Au moment du spectacle de À Chéreau, travers la fumée. oui, au moment du spectacle de Chéreau, le massacre à Paris, le monde, Blin avait dit, il bégayait, le regard du sourd n'est pas tout tombé dans l'oreille d'un aveugle. Et au moment mais il y a des phrases bien circulaires, il n'y a plus ça du tout aujourd'hui. Au moment de l'Odéon, Barrault, oui, Barrault était jeté. Blin avait dit, on se demande quelle vieille lotte pourrie va reprendre l'Odéon. Alors ça se répétait, ça c'est une phrase du sorcier. Et puis sur cette notion qu'il avait de la mise en scène invisible aussi, il faisait une mise en scène invisible. Et puis une phrase extraordinaire que j'aime beaucoup citer de lui, on lui avait demandé pourquoi est-ce que vous êtes devenu acteur. Et il disait parce que j'étais bègue, si j'avais été manchot, je serais devenu peintre. Alors, il y a vraiment quelque chose d'essentiel sur l'art de celui-là, c'est-à-dire l'empêchement. Aussi être écrivain parce qu'on est muet ou dyslexique ou je ne sais pas quoi, c'est travailler avec son empêchement. J'étais tout à l'heure avec Olivier Py, on parlait de ça justement. Et je ne sais pas comment c'est venu, je parlais d'un ami peintre, Alain Gauvin, qui avait fait les premiers travaux de scénographie avec moi. Il enseignait à Tours à des apprentis peintres, et il n'avait qu'un seul slogan à leur dire, va dans ta connerie, va au fond de ta connerie. Alors, Pi m'a dit, tu vas aller au fond de ta connerie comme d'habitude. Je lui ai dit, oui, je vais essayer, t'en fais pas, voilà. Non, allez, pas être dans une posture de fabrication, d'agencement, mais donc une conception un peu organique, animale du travail qu'on retrouve dans ce que dit Claude, dans ce que dit Copeau, etc. Et puis pour parler de Copeau aussi, moi j'étais à Thonon et il n'y avait pas de théâtre qui nous arrivait, ou des trucs. Et 2 fois par an, le Messie apparaissait, c'était Jean Dasté qui venait avec un spectacle, et le théâtre est venu par Jean Dasté, etc. Et je me souviens aussi quand j'avais 8-9 ans, il y avait Dasté, il y avait Gabriel Monet avec lui, une phrase qui m'avait beaucoup frappé. Je ne parlais pas, j'entendais les conversations des sons, et Gabriel Monet a dit une phrase qui m'a marqué toujours. Le théâtre européen est un théâtre de bavards. Il avait dit ça. Alors j'ai dit, tiens, mais parfois j'ai fait un théâtre de bavards, je n'ai pas obéi aux directives de Monet. Oui, Claude, je voulais te demander quelque chose à la suite de ce que vient de dire Valère. Est-ce que tu dis à tes étudiants, tu as dit tout à l'heure dans leur séminaire, allez au fond de votre connerie? Non. C'est ce qui m'a intéressé dans ton bouquin, c'est que tu as introduit la pédagogie du théâtre à l'université. Tu as résolu un peu cette quadrature du cercle qui était la nôtre au département, où on se battait entre théoriciens et praticiens, on n'arrivait pas à s'entendre. Tu as été ce trait d'union là. J'ai l'impression que tu as été ce trait d'union. Parce que dans tous tes spectacles, tu as formé des étudiants. Comment tu les as formés? Est-ce que c'est important pour toi? Comment tu as conçu cette pédagogie-là? En fait, moi je suis arrivée à Vincennes comme étudiante quand le département théâtre se créait, comme les départements d'art. Et à l'époque, il n'y avait pas d'universitaires formés à ça. Donc on a engagé des artistes dans tous les départements, en cinéma, en art plastique, en théâtre. Et il s'est trouvé que Vincennes, on arrivait à 9h du matin, on quittait à 10h du soir et on circulait dans tous les cours. Et pour moi, je voulais faire absolument du théâtre, c'était ma passion depuis enfant, très tôt. Et j'ai rencontré Alain Astruc, et pas qu'Alain d'ailleurs, il y en avait d'autres dans le département. Je me suis attachée énormément à son travail, et je résume. Hein. Oui, et j'ai commencé, donc j'ai eu une charge de cours assez vite. Je crois que j'avais 22-23 ans seulement. Et j'ai commencé à ouvrir des ateliers où j'étais pas la seule, hein, pratiques. Et c'est là que j'ai exploré des choses vraiment inimaginables, que j'aurais jamais pu travailler en dehors de cet endroit
où j'avais toute une année pour traverser une écriture avec des jeunes gens qui avaient à peu près le même âge que moi et qui avaient envie de le faire. Et on travaillait, mais vraiment comme en atelier. Je pensais beaucoup aux ateliers de la Renaissance, où on est toute la journée à faire des croquis, à expérimenter, voilà. C'est comme ça, alors je saute beaucoup d'années, parce que j'ai monté, je ne sais pas, au moins 15 spectacles, comme ça, enfin 15, il y a eu 15 présentations. Il y a eu au moins une dizaine d'années sur la tragédie, il y a eu sur Molière chaque année, il y a eu sur beaucoup d'auteurs contemporains. Et puis j'enseignais aussi au Théâtre des Quartiers d'Ivry, où Véronique Boutroux, ici présente, a dit un texte de Valère. J'avais lancé, après avoir vu Marcon au Bouffe du Nord. Oui, c'est ce que tu dis. Voilà. Après avoir été saisie par ça, j'ai essayé de lire et j'arrivais pas à lire véritablement, et je n'arrivais pas à retrouver cette espèce enfin, cette chose qui m'était tombée dessus, qui m'avait bouleversée. Et donc j'ai demandé aux acteurs d'apprendre par cœur le texte. C'est pas... Et Véronique, la première, au Théâtre des Quartiers d'Ivry, a pris un texte de Vous qui habitez le temps. Et j'ai fait travailler ce texte. On s'est réunis avec des étudiants de Paris 8, Véronique et d'autres, en tout cas surtout de Paris 8. Et pendant 1 an et demi, on a occupé, pas seulement Paris 8, mais des squats, des écoles qui voulaient bien nous prêter des locaux. Le Théâtre du Soleil, c'était à Paris 8 et dans la voie. Donc je passais du Théâtre du Soleil de la Cartoucherie à Paris 8 et on était de temps en temps hébergés pour travailler là. Et je dis, je veux bien sortir de Paris 8, mais je veux que ce soit quelque chose d'impossible. Enfin, d'impossible. Je ne veux pas faire un spectacle de plus. On travaillait tellement en atelier comme des... Il y avait aussi un rapport politique, un rapport d'engagement de l'acteur, de rapport à ce qu'on disait, à ce qu'on faisait. Il n'y avait pas d'argent du tout. Et donc on a travaillé comme ça pendant 1 an, et puis j'ai invité Valère à une des dernières répétitions. On se connaissait à peine. J'étais allée le voir pour lui demander les droits chez lui, et je l'ai invité à une des dernières répétitions au Théâtre du Soleil. Et le Lavoir moderne parisien venait d'ouvrir depuis peu. Ils nous ont hébergés, et ce spectacle ça a été, je pensais qu'on resterait 1 semaine. Mais il y a eu une espèce de mouvement autour de nous, et on a joué 2 mois, on est parti à la tempête. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, avec ces jeunes gens sortis de Paris 8, et Claude Merlin, Véronique Livry, et puis Jean-François Labouvry, qui lui a été engagé comme acteur aussi, et qui nous a rejoints aussi pour des raisons politiques. Aussi, j'étais très attachée à ce rapport de la parole, qui était dans les mains d'une de mes d'une comédienne, Emmanuelle, comme un brûlot, comme un étendard, et qui était brandi. Voilà. Et ce qu'on a fait là, dans ces ateliers, on n'aurait jamais pu le faire en dehors. C'était pas possible, parce qu'on n'avait ni... en dehors, c'est des endroits de production, on répète 2 mois, la 5e semaine, il faut faire des filages techniques, et puis je ne savais pas comment prendre cette chose-là. Je ne savais pas. Donc il fallait qu'on y aille par tous les bouts. Et alors, avec Vous qui habitez le temps, on est repassé par Shakespeare, par Beckett, pas en travaillant Shakespeare et Beckett, mais en travaillant, en s'emparant de cette langue. Et j'ai continué comme ça, par exemple, l'opérette imaginaire. Eh bien, j'ai travaillé les 5 premières versions que Valère m'a données à Paris 8. Et j'ai même demandé à Valère d'écrire Le cœur des enfants de la colère pour emmener 20 personnes de Paris 8 avec moi au départ. Voilà, c'est ça. Et Valère est venu à 1 ou 2 répétitions. Et donc, il fallait que cette circulation soit constante. Et au moment de l'opérette, parce qu'après, pour rentrer dans la chronologie, il y a eu, après Vous qui habitez le temps, Valère nous a proposé de faire pour France Culture une lecture publique, parce que je crois que tu n'avais pas trop le temps, enfin on a fait le repas. Et du repas, c'est là que les deux compagnies se sont rencontrées. C'est là que Dominique Parent, Daniel Snick, Laurence Maillard nous ont rejoints, et ceux que j'ai venus de rencontrer, Valérie Vinci, et mes anciens de Paris 8, et Claude Merlin qui enseignait à Paris 8 aussi comme chargé de cours depuis 30 ans, il a enseigné 25-30 ans, il était aussi à Paris 8. Et ces forces qui ont du dehors, du dedans, et puis il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose de très, très fort et innocent en même temps.
Parce qu'il n'y a pas eu « oh, toi tu viens de Paris, toi tu viens de... » Non, il y avait une espèce de... un peu comme des... Un élan. une nécessité comme ça de rencontre. Et après, ben, à la suite du repas, on n'arrivait plus à se quitter. On chantait tout le temps. Et c'est là que les acteurs ont demandé à Valère, écris-nous une opérette. Après, il y a eu une personne extrêmement importante qui n'a pas quitté Paris 8 avec moi, qui non seulement, c'est Christian Pacou. Christian Pacou, je l'ai rencontré... c'est le musicien, hein? C'est le musicien. Je l'ai rencontré, c'est Lucien Atoun qui me l'a présenté pour l'émission France Culture. Et ensuite, il a fait 4 créations avec moi à Paris 8 en dehors. En dehors des pièces qui sont là. Il a travaillé avec moi sur Jarry, puis je l'ai emmené au conservatoire, il a travaillé avec moi sur Rabelais, il a travaillé... Et tout ça, Christian, c'est comme un frère aussi. C'est un espèce de poumon... Oui, on a l'impression que c'est une question de rythme aussi, hein, avec la musique. Oui, c'est des dimensions. Voilà, il n'y avait pas, dans Vous qui habitez le temps, c'était une musique enregistrée par 2 compositeurs électroniques, mais qui n'était pas du tout une musique ni décoratrice, c'était une musique qui procédait de la matérialité des choses. Mais avec Christian, tout d'un coup, cette présence muette au départ, puis après dans d'autres spectacles, il a parlé, mais on avait l'impression que son accordéon, c'était comme le poumon, et puis aussi que ça introduisait un... Moi, je l'appelais mon ange libertaire, mon ange... Il était dans le temps exact. Il avait une écoute où il était capable de récupérer à chaque fois. Bon, bref, tout ça est venu de Paris. Je n'aurais jamais pu faire l'opérette. Je crois que c'est un exemple unique dans l'université française, me semble-t-il. Hein. Je peux souligner ce fait parce que ça me paraît tout à fait exceptionnel dans ce sens-là, parce que très souvent on a affaire, encore aujourd'hui, à ce clivage entre théoriciens. Moi, je crois que toi, tu as réussi cette symbiose très bien. La vraie recherche, elle est sur les planches. Oui. Je ne vois pas comment on peut parler théoriquement autrement qu'en traversant par le souffle quelque chose qui est si physique, qui est un appel, il faut le vivre, le traverser. Je ne sais pas comment on peut en parler autrement. Ça m'inquiète énormément d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'inquiète? Ben, ça m'inquiète. Il faudrait que ceux qui se disent théoriciens soient mis de temps en temps à regarder ou à vivre des longs moments de répétition avec les acteurs. Et ce que tu dis par exemple, qui m'a beaucoup surpris, c'est la vie. Ce que tu dis par exemple, c'est la vie des coulisses. Alors je sais que Valère... Il n'y en a pas de coulisses en vérité. C'est la vie derrière. Alors, j'aime pas ce mot à l'envers mais c'est pas à l'envers, mais c'est de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté. Il y a plusieurs côtés au théâtre. Voilà. Donc, explique-nous ça. Valère, il dit une chose qui m'a toujours, ça me plaisait beaucoup. Il me dit, oh là là, ça serait bien, Claude, si on faisait un spectacle en montrant que ce qui est de l'autre côté. Voilà, tu en parles très très bien avec l'opérette imaginaire où tu as remplacé une actrice qui était malade ou qui attendait un bébé, je sais pas. Oui. Voilà, donc tu as remplacé l'actrice et tu as découvert la vie cachée de tes comédiens. Non, mais même pas ça, c'est que comme moi j'étais toujours en face, oui. Donc je voyais tout à l'envers. J'avais mon corps avait tout emmagasiné, je connaissais tout par cœur, je pouvais te jouer tous les personnages. Parce que depuis le temps, d'abord je le savais presque avant de répéter le texte, tellement je l'avais traversé. Et pour moi, la mise en scène, c'est pas avoir des idées en plaçant et tout, il faut que d'abord avoir été traversé par le texte en vrai et profondément. Donc avec mon travail d'actrice, ça m'avait énormément servi, ça. Mais alors quand tu passes sans représentation là, et que tout d'un coup il faut que tu ailles de l'autre côté, tout s'inverse dans ta tête. Je ne savais plus où j'étais. J'étais perdue, c'est-à-dire que les 3 secondes que je perdais à chaque fois, je faisais que je les remplissais par du commentaire. Les premières représentations, ça a été pour moi une épouvante. Alors non seulement ça a été une épouvante en inversant tout dans ma tête de l'autre côté que je croyais très bien maîtriser, parce que j'ai pas eu le temps, il a fallu qu'elle s'arrête parce qu'elle craignait un accouchement prématuré, c'était Elisabeth Mazef, magnifique. Hein. Enfin, en plus, une comédienne comme ça, elle l'a remplacée du jour au lendemain, vraiment c'était terrible pour moi. En plus c'était à Marseille, enfin bref. Donc, le jour de mon anniversaire, enfin bon, no comment. No comment. No comment. Et alors, en plus, non seulement
tout ce qui se passait avec moi de l'autre côté, là, sur le plateau, c'était un bouleversement mental épouvantable, que ça, il faudrait écrire là-dessus. Qu'on n'est pas du tout dans la même perspective, dans la même appréhension quand on est d'un côté que de l'autre. Et après, je suis allée derrière. Mais alors derrière, j'y avais jamais été, presque pas. Et là, j'ai découvert, je ne pouvais pas imaginer. Une autre vie. J'avais l'impression d'être dans un endroit... Ah bon, ils ne se considéraient pas du tout en coulisses, les acteurs. Ils étaient... Il y en avait qui étaient à l'affût de rentrée, d'autres qui avaient des choses à faire sur la palissade, d'autres qui se changeaient très rapidement. D'autres qui avaient des tocs, tu m'as dit. Des tocs, il fallait frapper, ils avaient toute la rythmique sur la palissade, voilà. À la seconde, demi-seconde, tiers de seconde près. Et je me suis retrouvée là, et en plus, ils avaient chacun des, comment on pourrait appeler ça, je sais pas, ils avaient des signes entre eux que je ne comprenais pas. Ah, des rituels. Des rituels. Tout d'un coup, je les voyais, j'étais là paumée comme tout, je ne savais pas où me mettre, je les gênais, alors je me mettais là, l'autre me disait là, tiens l'échelle, je tenais l'échelle. Après j'ai appris, hein. Au bout d'une semaine j'ai appris, mais alors du coup quand j'arrivais de l'autre côté, j'étais encore plus perdue que devant. Enfin, c'était une horreur, une horreur. Et d'ailleurs un jour Valère m'a dit pourquoi tu commandes comme ça? J'ai dit mais Valère, bon, ça l'a fait après, à la reprise, après je me sentais plus à l'aise. Et d'un coup, je les voyais se mettre au garde à vous. Je me dis, qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils se mettent au garde à vous? En fait, c'est parce que Claude Merlin chantait tous les soirs Nevers, de façon extrêmement violente et forte au public. Enfin, Nevers, c'était une petite chanson. Il vous la chantera tout à l'heure. Et tout d'un coup, au moment de Nevers, je vois les trois se mettre comme ça. Alors, le premier jour, je me dis, bon, t'as fait la même chose? Ils sont fous. Mais ils l'ont fait tous les jours pendant 100 fois. Alors moi, j'ai compris au bout de 3-4 fois que c'était des rituels, mais ils en avaient plein des rituels comme ça. Alors, ils en avaient, et alors petit à petit, je me suis un peu introduite. Alors ça, jamais je m'y serais risquée parce que je me serais fait bazarder, mais petit à petit, je suis rentrée j'avais le sentiment que pour que ça se passe bien devant, il faut que ça se passe bien derrière. Et la pièce qui se jouait derrière était absolument sublime, extraordinaire, magnifique. Tu as mis une caméra derrière? Non, on aurait dû. On aurait dû mettre une caméra. Non, mais mon assistante, Céline Schaeffer, a pris des photos, oui. Malheureusement qui ne sont pas dans le livre, mais que j'espère que vous pourrez consulter d'une autre façon sur le site de Valère, il y en a quelques-unes. Et on aurait dû filmer parce que c'était inouï. Et alors ce spectacle a donné lieu, pendant les tournées, à de l'écriture sur l'écriture. C'est-à-dire il y avait des journaux, ça je ne l'écris pas. Il y a Christian Cacou qui affichait tous les jours en coulisses le journal de bord. Comment il y a... Journal de bord. Le journal de bord. Et tous les jours, il inventait quelque chose qui s'était passé à partir de la veille. Alors tous les jours... Non, il n'inventait pas, d'ailleurs. Non, il racontait ce qui s'était passé, mais en brodant. Et tous les jours, les acteurs, avant d'entrer en scène, ils se précipitaient. Ils allaient se mettre derrière. Et Claude, après Marseille, il avait commencé un bouquin, un journal qui s'appelait Roger la honte. Ah, c'est un vieux feuilleton du 19e. Le retour de Roger la honte. Le retour de Roger la honte. Il ne vous racontera pas. Pourquoi, si vous lui posez la question? Alors, je vais... raconte l'anecdote. Et tout le monde, tous les jours, non seulement il y avait cette vie derrière la palissade, la vie devant la palissade, mais il y avait la vie toute la journée qui n'avait qu'un objectif, la représentation. Et quand on arrivait à l'hôtel, on avait un mot de Valère qui disait « Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui ?» Surtout, ne mangez pas, quand on était à Strasbourg, de la choucroute. On avait des mots comme ça qui nous suivaient partout. Il y avait une espèce de va-et-vient. Je peux lire 2 mots sur... Oui, alors, il va nous raconter l'histoire de Roger la honte. À partir de... Lève-toi parce qu'on te... Parce qu'à Marseille, l'accueil, c'est la seule fois où ça se soit produit. C'est pas à cause de moi. Hein. Non, c'est à Marseille, dans le spectacle. Ça avait été présenté comme une opérette traditionnelle et tout ça. Il y avait des maisons de retraite qui avaient envoyé par quart entier des personnes âgées pour voir le spectacle. Ça a été un chahut d'un bout à l'autre de la représentation, avec des sifflets, tout ça. Et puis, à la fin, on était... je pense que c'est Elisabeth qui avait entendu, elle racontait qu'elle avait entendu, comme ça, après la représentation, elle était allée au milieu des gens,
et elle avait entendu une dame qui était avec son mari et des amis, et elle disait à ses amis, moi, je voulais aller voir, on jouait le sexe faible d'Édouard Bourdet en habitant dans un autre théâtre, moi, je voulais aller voir le sexe faible. Roger, il a absolument voulu voir l'opérette imaginaire, et maintenant, il a honte. Vous savez, j'ai sorti un feuilleton, le retour de Roger Laron. Voilà, ça c'était la vie de l'opérette qui a été une vie pendant 2 ans et demi, si on compte les répétitions. On se quittait le dimanche, on se disait à mardi. Je crois que le dimanche soir, tout le monde dormait. Le lundi, on se préparait à partir et on se retrouvait sur les routes. Le repas, la fête avait commencé véritablement sur le repas. Vous qui habitez le temps, on l'a tourné aussi, et c'était aussi une aventure extrêmement forte et chaleureuse, mais bouleversante, parce que c'était des jeunes gens qui étaient là et qui découvraient en même temps que le théâtre, qui se découvraient acteurs, qui découvraient l'espace, qui découvraient le public. Et là, il y avait une naissance. Moi, ce que j'aime au théâtre, c'est de voir des gens naître tous les soirs, nouveaux, autres. Je déteste voir quelque chose se refaire à chaque fois. Je garde ta dernière phrase, là. Il y a un mot que Valère n'aime pas du tout. C'est le mot humanisme. Ah non. Et tout ce que tu viens Je vais te lapider, là. tout ce que tu viens de dire, Claude, participe de quelque chose où le théâtre, c'est en somme apprendre à philosopher et à vivre. J'aimerais savoir ce que l'un et l'autre vous pensez de cela, votre expérience, ton expérience que tu viens de narrer, là. L'arrière des coulisses, le devant, tout cela me paraît une expérience humaine très forte. C'est pas humaniste, hein, c'est violent. Hein. On n'était pas gentils. Non, j'aimerais votre point de vue. J'aimerais aussi le point de vue de Valère, parce que mais juste je sais qu'il n'aime pas ça. Parce que l'objectif, c'était le spectacle. C'était pas... Quand on allait manger, quand on chantait, tout était lié à ce moment où on allait se retrouver sur la scène. C'était pas qu'on faisait la fête et pour faire la fête et tout ça. Non, mais je parle l'humanisme, c'est pas jamais, sur la fête. on était au couvent, enfin une sorte de... Voilà. Mais c'était pas humaniste, non. C'est très violent. C'est très animal, c'est très violent d'aller jouer tous les soirs. C'est quelque chose qui, quand tu te lèves le matin ou quand tu te couches, t'es pas dans un truc qui est gentil. C'est ce que tu mets dans ta conclusion, là. Je ne sais pas si je peux te dire 2 ou 3 lignes, et puis je demanderai à Valère de me dire ce qu'il pense de l'humanisme qui vient d'avoir. Oui, tu dis, aussi vrai que dans les rêves, avec cette extrême violence des sens et de la pensée. C'est peut-être ça une forme d'humanisme. L'artiste trouve de surcroît ce qu'il cherche, et il le malmène, ce monde. Il le délivre de ses terribles préjugés, de son étau étouffant, congélante. Il détruit les miroirs et laisse entrer la clarté dans le noir. C'est bien ce que tu disais. Oui. Quoique tu sais, les acteurs, ils se posent aucune question quand ils vont travailler. Enfin, ils vont le faire. Ils vont le faire. Et les rituels, il y a eu des rituels, tu sais, avant les représentations, pour chanter, mais pas parce qu'ils étaient obsèques, ils baissaient tous leurs pantalons pour chanter le Galipétant. Alors, je te dis pas, il y a des théâtres. Non, mais ça, c'était pour un hommage à Valérie. C'était un hommage à Valérie Vinci. Mais c'était... Tu es une comédienne de la troupe. Mais tu vois, on avait l'impression que chaque geste de la journée, ou chaque chose qu'il faisait, était dans la perspective de ce qui allait se placer au plateau et de passer dans le vide. Il fallait que chaque moment les mette dans ce rapport qui n'était pas de reproduction, tu vois. Donc le rapport entre la vie et le théâtre, après chacun vivait sa vie comme il voulait dans la journée. Moi j'allais voir beaucoup d'expositions, j'avais besoin de voir la peinture. Mais tout ce que tu dis me paraît intéressant, et je crois que Valère constate ça aussi, c'est le respect de l'acteur. Vous avez tous les deux un très grand respect de l'acteur. Je sais que tu es très souvent
Oui, bien, Tu assistes très souvent de l'arrière au et puis là, ce qui spectacle. se passe concrètement, c'est pour ça, l'histoire, vous êtes à Strasbourg, mangez pas de choucroute, à La Rochelle, attention aux huîtres. Je voulais écrire un livre qui s'appellerait, peut-être je ferais, Diététique de l'acteur. Je m'intéressais beaucoup à ce qu'il mange. Michel Bodina mangeait du saumon avant de jouer. Marcel Maréchal, du crabe. Euh, Laurence Maillard, du lapin chasseur ou du poulet au chou de Bruxelles, je sais pas quoi, des trucs assez lourds. Donc ça m'intéressait beaucoup. Voilà comment se nourrit, ce que mange un écrivain, par exemple. Et pareil, je ne sais plus si c'est Corneille qui se faisait, j'ai entendu ça, je ne sais pas où, qui se faisait servir des plats extrêmement lourds pour suer, rêver, être réchauffé intérieurement, en fait. Bossuet, où j'écrivais des pieds dans la glace, enfin, peut-être c'est un autre, je ne sais pas physiquement ce qui se passe autour de soi, et aussi comment les acteurs travaillent. Et là, j'ai une chose sur le concentration, tu vas au musée, etc., la journée, bon, que toute la journée. Et j'ai une histoire que j'ai racontée 1000 fois, mais qui est très significative. André Marcon jouait le discours aux animaux, ou à Dramalek, je sais plus, chaque jour un peu mieux. J'étais là tout le temps, je le regardais avancer, progresser, j'essayais de savoir ce qu'il... Et un jour, il fait un bond en avant extraordinaire dans la qualité de son jeu, et tout d'un coup, il gagne un mois, il fait une représentation extraordinaire. Je me précipite dans la loge. André, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Tu avais été au musée, tu avais vu ta copine, tu avais écouté Beethoven, tu avais mangé ceci. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette représentation soit miraculeuse? André m'a dit, ah, oh, pendant toute la présentation, j'ai pensé que j'avais oublié de laisser des places à un copain de Saint-Étienne. J'ai ri comme tu ris, et puis j'ai pensé à une phrase d'un petit livre de Erigel, qui est un Allemand qui s'appelle Erigel, qui est écrit sur le tir à l'arc zen, et il faut que quelque chose tire. Tu ne dois pas décider le moment où tu tires, et c'est là que tu vas atteindre la cible. Cette espèce d'activité, passivité, cette réversibilité que l'acteur est dans le fond complètement passif aussi. Il est complètement agi par le texte. L'acteur est un faux nom, c'est le contraire de ce qu'il fait. Il est plutôt totalement passif. Et le théâtre, ça rejoindrait ce que tu disais sur la limite, le théâtre comme lieu de la réversibilité, lieu de l'ambivalence, de la réversibilité, lieu du renversement de l'espace, du renversement de la parole aussi, puisque ce qui est étonnant, c'est pas qu'il y en ait 4 ou 10 qui parlent, c'est qu'il y en ait 300 qui se taisent. C'est tout d'un coup regarder le langage en face, une espèce de frontière, une force, un drame dynamique qui a dans le théâtre du renversement et qui, pour moi, se rejoindrait peut-être le drame central du renversement et de la réversibilité, qui est le drame de la respiration. J'ai toujours la sensation que la respiration passe par l'étouffement, qu'on passe par la mort 8000 fois par jour, et que la respiration nous fait renaître, que la respiration est résurrectionnelle, et même les textes que je suis en train d'écrire en ce moment creusent un peu ça, que la respiration animale, parce que nous sommes aussi des animaux, et la respiration des animaux préfigure la pensée. Que la pensée va brûler le langage. Elle va brûler les mots, pas les détruire, mais elle va les mettre dans un état d'ardeur et va renverser les mots pour penser, et renverser les idoles des mots. C'est une expérience très concrète que j'ai eue un jour à Zurich. Il y avait un poète allemand, je ne sais plus comment il s'appelle, qui lisait ses textes, qui parlait pendant un certain temps. J'essayais de comprendre, je sais un petit peu l'allemand, de comprendre ce qu'il disait, puis après j'ai eu que le spectacle du langage. J'ai regardé ce qui se passait. Et tout d'un coup, j'ai vu une course de haies. Parce que quand j'étais enfant, j'étais à côté d'un stade, il y a des coureurs de haies, ils renversent les haies souvent. Il y avait ces haies comme ça, tac, tac, tac. Je dis, ils renversent les mots pour penser. Et donc l'idée que la pensée doit renverser les mots, que nous sommes foncièrement des animaux idolâtres, c'est notre tendance principale. Et ce que tu disais de l'humanisme, ce serait l'humanisme comme idole. Voilà. D'ailleurs, j'avais dit, je pratique l'anti-humanisme théorique comme Althusser. Voilà, c'est ça ce que tu veux dire. Réfugié un peu derrière une autorité. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, homme, où il y a tous les mots deviennent, mais les mots dans notre cerveau deviennent très vite des idoles. Donc, il faut aussi les bouger, les déstabiliser.
Et le livre là, que je viens de terminer hier a un titre bizarre. Il s'appelle « Observer », c'est un impératif. Hein, comme il y a indignez-vous. Alors non, l'impératif, c'est « observer les logaèdres ». C'est-à-dire que les mots sont un peu comme des figures géométriques, des polyèdres, mais il faut les faire changer de base. Les mots doivent aussi changer de base, pas simplement il faut aussi les bousculer, et ils changent de base aussi par l'étymologie, d'où ils viennent. On pense selon les mots. Par exemple, là, je dois aller en Allemagne parler de l'animalité. Mais je dis, ils n'ont pas du tout le même mot. Ils ont, sauf erreur, animal, c'est Tier en allemand. Je ne sais pas trop d'où ça vient, je sais pas. Tier, tandis que nous, on a animal. Dedans, animal, il y a animation. Dedans, il y a âme. Dedans, il y a mouvement. C'est tout à fait une autre pensée, de penser l'animal. Et je me disais aussi, je vais essayer peut-être de parler de ça là-bas, qu'on peut penser avec les mots, on peut penser avec les choses. Et il faut ni trop penser complètement avec les mots, ni trop penser complètement avec les choses, mais penser avec le vide qu'il y a entre les mots et les choses. Je ne sais pas, il y a une chose comme ça, l'idée que le langage est un développement de jeu de force dans l'espace. Et l'idée que le langage est dans l'espace. Il n'y a pas de lieu mental où il est là, paisiblement, il est toujours confronté à un espace matériel. Même le cerveau est matériel. Enfin, une sorte et que le théâtre est le lieu où voir le drame du langage dans l'espace. Le drame du langage dans l'espace, il existe aussi sur la page. Les mots sont sur du papier, et l'idée que un peu des obsessions, pardon, l'idée que toute représentation plane du langage ou schématique, comme une feuille blanche où il y a un signifiant signifié, tout ça c'est faux, c'est acheté à la poubelle. Le langage agit en volume. Et on réapprend au théâtre et par la lecture à retrouver le volume. Et c'est très beau qu'un livre soit un volume, qu'un livre on l'ouvre de ses mains comme Christian Pacour ouvre son accordéon, et on va au théâtre pour voir à nouveau le langage comme un fluide dans l'espace, un fluide où nous sommes les victimes et aussi qui nous sauve. Enfin, le paradoxe qu'on pourrait, en caricaturant, dire que nous sommes esclaves par les mots et libérés par la parole. Je me souviens avec une très vive émotion du calvaire de Daniel Sneak, qui pendant des semaines s'est acharné à apprendre le texte de l'infini romancier que Valère Novarina avait écrit pour lui. Il tenait les feuillets à la main sans oser les lâcher, comme si sa vie en dépendait. Il ne les a pas quittés jour et nuit, jusqu'à la dernière représentation. Les feuillets sont restés collés à ses doigts, à son corps, à sa salive, à ses larmes. C'était le témoignage de son propre roman, ce que lui aussi avait mêlé à cette écriture dans le travail. Ses douleurs, ses joies, ses insomnies, ses abandons, ses révoltes, ses doutes, ses maladies. Toutes les étapes par lesquelles il était passé jusqu'à la première représentation et pendant plus d'1h30 avant la fin du spectacle, au moment où il fallait les sortir, ces 20 minutes d'énumération, ce pan de vie en passion, 247 verbes qui étaient une variante du verbe dire. Chaque phrase, chaque nom contenait un roman en soi, un sens évident et un autre plus secret. Et la vie de Daniel y était mêlée. Et sur les gradins de la salle de répétition, le metteur en scène se taisait. Il attendait que les verbes, au sens grammatical, agissent dans le corps de l'acteur, qu'ils s'infiltrent dans ses muscles, qu'il les somatise, ces mots, jusqu'à ce qu'il les expulse dans l'air, qu'ils se répandent, qu'ils coulent et qu'ils martèlent l'arène par en dessous après avoir passé sous la vague. « Voyez, dit Jean, soyez attentifs, ajouta Jacques. S'arrêtera-t-elle demanda Pierre. Oui, répondit Marie. L'arrêterons-nous reprit Josette. Certainement pas, répliqua Anne, et ainsi de suite pendant une douzaine de pages ininterrompues, une lancée vertigineuse dans le vide. Au bout d'une dizaine de jours de répétition, alors que le texte lui échappait toujours, il l'a jeté par terre et piétiné en tombant en pleurs sur les planches. « Mais il veut me tuer !» Il parlait de Valère Novarina. Je restais en face de lui sans pouvoir répondre autre chose que « Repose-toi, ça va revenir, ne t'inquiète pas », je bafouillais ce que je pouvais.
Il ne voulait pas qu'on lui souffle, il fallait au début que je reste seul avec lui pendant que les autres dehors chantaient avec Christian Pacou. J'étais désemparé, je comprenais ce qui se passait là de périlleux, d'exceptionnel. J'étais aussi bouleversé de voir à quel point l'acteur donnait tout ce qu'il pouvait, et ce n'était pas encore suffisant. Il fallait attendre qu'un autre travail se fasse, celui de la mémoire en même temps que celui de l'endurance et de l'abandon. J'avais confiance, mais j'avais peur. Cette énorme force animale, ces réactions de désespérance me laissaient sans voix. C'est quand j'ai commencé à oser donner des indications de déplacement à sa demande que quelque chose s'est ouvert. Mais ce n'était encore qu'une étape. Il fallait que lui-même accepte cette dépossession, un moment de perdition pour accueillir ce qui lui serait rendu dans le silence, une lumière intérieure que Valère Novarina, dans la réplique de L'Enfant des cendres de Vous qui habitez le temps, appelle la pièce à côté. Lorsque l'acteur cesse de parler, là est l'épreuve de véridicité. Lorsque l'acteur est usé de parler, il n'y a plus personne qui soit. Venez vous reposer avec moi dans la pièce à côté.